Et je vais donc donner la parole au premier orateur, qui est M. Jérémy Tricard, qui va nous parler de l'évaluation de la tolérance de l'utérus à une ischémie froide prolongée après autotransplantation chez la brebis. Vous avez la parole. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, merci de m'offrir l'opportunité de présenter notre travail portant sur l'évaluation de la tolérance de l'utérus à une ischémie froide prolongée après autotransplantation chez la brebis. Mon directeur de projet est donc le docteur Tristan Gauthier, mes laboratoires d'accueil, le laboratoire d'analyse et de recherche de Haute-Vienne, dirigé par le docteur Claude Couquet, l'équipe ERMA du professeur Catherine Yardin et l'unité INSERM S850 du professeur Marquet. Je remercie également la Société francophone de transplantation et la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire pour avoir financé notre travail. Notre sujet d'étude découle de l'absence de traitement pour les infertilités d'origine utérine jusqu'à octobre 2014 et l'annonce de la première naissance après transplantation utérine avec une donneuse vivante en Suède. C'est une véritable révolution médicale, mais l'utilisation d'une donneuse vivante soulève des problèmes éthiques. Est-il éthique de prendre un risque chirurgical chez une donneuse vivante pour un organe non vital, sachant que le but final de la transplantation utérine, à savoir l'obtention d'un enfant, est incertain? L'utilisation ou le recours à des donneuses en état de mort encéphalique semble susciter moins de problèmes éthiques. Développer les prélèvements utérins au cours des prélèvements utéro-organes implique de connaître le degré de résistance de l'utérus à une ischémie froide prolongée. Or, au début de nos travaux, il n'y avait aucune donnée sur ce sujet, ni chez la femme, ni chez le gros animal. En ce sens, l'objectif de notre étude était d'apporter les premières données concernant le degré de résistance de l'utérus à une ischémie froide supérieure à 2 heures après autotransplantation chez le gros animal, ici la brebis. Le schéma expérimental comprenait 14 autotransplantations réparties en 2 groupes, 7 brebis transplantées après 3 heures d'ischémie froide et 7 autres après 24 heures d'ischémie froide. Au début de l'intervention, on pratiquait des prélèvements témoins, aussi bien dans le sang veineux de la veine, directement dans la veine utérine, et une biopsie utérine. On faisait une analyse histologique des 3 couches de l'utérus, l'endomètre, la séreuse, le myomètre, où on recherchait des signes de souffrance ischémique, déjà présents initiaux, et le compte des polynucléaires neutrophiles dans 10 champs consécutifs à fort grossissement. Et on a également effectué une recherche du signal apoptotique par la technique tunnel et en immunohistochimie indirecte de la caspase 3 activée. Les prélèvements veineux sanguins dans la veine utérine comprenaient des analyses biochimiques, le dosage du lactate, du glucose et pharmacologique avec les gaz du sang et le pH. Une fois la transplantation effectuée, au cours de la reperfusion, était notée la recoloration du transplant, était surveillé aussi le pouls présent dans l'artère utérine. On réalisait de nouveau les mêmes prélèvements veineux dans la veine utérine à 30 minutes, 60 minutes et 90 minutes de la reperfusion, avec également à 90 minutes une biopsie utérine. Et on notait également la présence ou non macroscopiquement d'un œdème de reperfusion. Une brebis de chacun des groupes a bénéficié d'une IRM pelvienne en post-opératoire pour apprécier également au niveau de l'imagerie le transplant. Toutes les brebis ont été reprises à partir de J8 ou plus par la parotomie pour apprécier macroscopiquement le transplant, rechercher des contractions du myomètre. On a également réalisé un Doppler au niveau de l'artère utérine et bien sûr une biopsie du transplant. Donc la technique chirurgicale, les interventions débutaient par la première étape, le prélèvement de l'utérus. L'utérus de la brebis était en bicorne, une des 2 cornes était prélevée pour servir de prélèvement histologique témoin. Le reste de l'utérus était alors disséqué de son environnement. Là on peut voir ici l'artère utérine qui est séparée de l'urtère qui lui est mis sur un lac en jaune.
jaune. Le reste du système artériel est disséqué jusqu'au tronc hypogastrique, qui est un tronc commun chez la brebis, qui est ici mis sur l'acte également. Voici les artères iliaques internes, droite et gauche. La seconde partie de l'intervention, c'était la perfusion du transplant, du futur transplant, avec un soluté de conservation à 4 degrés. On a utilisé le Celsior. Donc après clampage du tronc hypogastrique et de l'artère iliaque interne contralatérale, c'était le début d'une courte phase d'ischémie chaude, on réalisait un cathétérisme rétrograde de la branche postérieure iliaque interne du côté de la corde qu'on voulait transplanter, et l'utérus allait se décolorer, se refroidir, et dès qu'on obtenait un liquide de préservation totalement clair, l'utérus était alors sorti de la cavité abdominale. Ce schéma résume un petit peu notre intervention avec la perfusion du Celsior au niveau de la branche postérieure iliaque interne. Le site qui sont des croix correspond aux zones de clampage, et les petits pointillés verts, c'est la zone du tronc hypogastrique que l'on a coupé pour faire un patch artériel suffisamment grand pour correspondre aux futures suites anastomotiques. Le transplant est ensuite placé dans une boîte stérile avec du Celsior à 4 degrés et sur des durées de 3 heures ou 24 heures évidemment selon le groupe. L'étape de la transplantation, on reprend la laparotomie, ce sont les vaisseaux iliaques externes qui sont alors disséqués, ce sont les sites receveurs. C'est le début de la seconde phase d'ischémie chaude et du début évidemment des anastomoses vasculaires. D'abord l'anastomose veineuse entre la veine utéro-ovarienne et la veine iliaque externe, qui se fait sous lunettes microchirurgicales. Puis après l'anastomose artérielle entre le patch de tronc hypogastrique et l'artère iliaque externe. Au déclampage, donc c'est la fin de l'ischémie, de la deuxième phase d'ischémie chaude, on allait noter donc la recoloration du transplant et les pulsations dans l'artère utérine. Des prélèvements également qui étaient réalisés à 30, 60, 90 minutes de la reperfusion, ainsi qu'une nouvelle biopsie utérine à 90 minutes de la reperfusion. C'est l'anastomose vagino-vaginale et le transplant était fixé au ligament rond et au péritoine pour éviter une torsion. Voici les résultats de nos procédures chirurgicales. Il y a eu 2 échecs de reperfusion, de transplantation, dans le groupe 24 heures d'ischémie froide, un lié à une difficulté technique lors de la réalisation d'anastomose artérielle, l'autre un décès de la brebis à J0 du prélèvement. Au total, on a observé un œdème de reperfusion présent chez toutes les brebis après 24 heures d'ischémie froide. On en a un exemple sur la photo sur votre droite avec un œdème macroscopiquement visible, tandis qu'un œdème est généralement moins important, n'a été observé en tout cas macroscopiquement que sur 2 brebis du groupe 3 heures d'ischémie froide. Au total, ce sont la moitié des brebis qui ont survécu, soit 7 au total. Sur toutes les brebis qu'on a repris à partir de J8 ou plus, il y a des transplants qui étaient viables, présentaient des contractions du myomètre à la stimulation et un signal Doppler d'artère utérine. Il y a eu une nécrose du transplant dans chacun des groupes. Donc, lors de la reprise chirurgicale, étaient notées les contractions spontanées du myomètre. Ça, c'est après 24 heures d'ischémie froide et à J8 lors de la reprise de la laparotomie. Concernant l'analyse en IRM, donc, la brebis du groupe 3 heures a malheureusement, le résultat a été sur une nécrose du transplant, on voit en numéro 2 l'utérus en coupe sagittale qui a augmenté de volume et d'aspect très hétérogène. La brebis du groupe 24 heures, quant à elle, son IRM a révélé un utérus d'aspect normal, ici en coupe axiale en numéro 2, avec une prise de contraste au gadolinium sur l'image de droite. L'angio-IRM et la reconstruction 3D permettaient de voir également notre artère utérine perfusée par l'artère iliaque externe. Ce tableau résume nos données histologiques et d'analyse du signal apoptotique. Dans nos données macroscopiques étaient vérifiées, on retrouvait bien 2 œdèmes à 90 minutes de la reperfusion dans le groupe 3 heures d'ischémie froide, alors qu'un œdème important était noté chez toutes les brebis dans le groupe 5 heures, dans le groupe 24 heures d'ischémie froide, à 90 minutes de la reperfusion.
on constatait une extravasation de polynucléaires neutrophiles modérés dans l'endomètre qui semblait persister à distance pour le groupe 3 heures d'ischémie froide, tandis que cette extravasation était majeure dans la séreuse, mais semblait diminuer à distance. En revanche, dans le groupe 24 heures d'ischémie froide, on notait une réaction inflammatoire majeure, que ce soit dans l'endomètre et la séreuse, qui également tendait à disparaître à J8 ou plus de la transplantation. Le myomètre, quant à lui, semblait peu affecté, peu concerné par l'extravasation de polynucléaires neutrophiles dans les deux groupes. Nous n'avons retrouvé aucun signal apoptotique significatif à aucun des deux groupes, dans les transplants évidemment viables, puisque dans les deux utérus nécrosés, on a retrouvé un signal apoptotique fort en technique tunnel comme pour la castrase 3, qui nous a servi de témoin positif. On peut voir sur l'image centrale un petit peu marron, excusez-moi, où on voit une plage d'utérus nécrosé et au milieu un îlot de cellules apoptotiques en technique tunnel marqué en marron avec un noyau condensé. Sur l'image en bas à gauche, on a un exemple de coupe histologique dans le groupe 24 heures d'ischémie froide à 90 minutes de la reperfusion, où on a une plage d'endomètre très œdémateuse avec un infiltrat important de polynucléaires neutrophiles. Ce même utérus à J8 de la transplantation, juste sur l'image un peu plus à droite, l'œdème est toujours légèrement présent mais les polynucléaires ont disparu. Pour l'image complètement sur la droite, c'est l'exemple d'une cellule apoptotique isolée en technique tunnel au sein d'un endomètre viable. Les profils biochimiques et pharmacologiques observés dans les deux groupes étaient très différents. Pour le groupe 3 heures d'ischémie froide, les barres blanches, on observait une diminution pour le pH qui était vraiment discrète et plutôt transitoire, une élévation assez rapide et durable par contre du taux de lactate et une diminution de la glycémie dans le groupe 3 heures, si bien que le rapport lactate sur glucose était important dès le début de la reperfusion et durable, suggérant une glycolyse anaérobie importante. Également, l'élévation progressive du rapport PCO2 sur PO2, qui était plus lié à une diminution de la PO2 qu'à une augmentation de la PCO2, suggérait une consommation progressive de glucose par les cellules utérines. A l'inverse, dans le groupe 24 heures d'ischémie froide, des barres grises, on a retrouvé une diminution vraiment transitoire et modérée du pH, des taux tout à fait stables de lactate et de glucose, en tout cas pour les 90 premières minutes de la reperfusion, et un rapport lactate sur glucose donc bien plus faible que dans le groupe 3 heures, suggérant une glycolyse anaérobie, en tout cas pour les 90 premières minutes de la reperfusion. Également, on avait des valeurs tout à fait basales et stables des gaz du sang dans ce groupe-là. On observait donc dans le groupe 3 heures d'ischémie, dans le groupe 24 heures d'ischémie froide, un blocage initial finalement de la glycolyse anaérobie, suggérant qu'une ischémie froide vraiment très prolongée, comme c'est le cas après 24 heures, est responsable d'un blocage initial et d'un retard de reprise finalement de ce métabolisme. Et on aurait certainement observé des choses similaires et plus importantes si on avait fait des mesures après 90 minutes de la reperfusion. Pour conclure, notre travail semblait suggérer que l'utérus semblait tolérer des temps d'ischémie froide prolongés avant sa transplantation, qui apportait un espoir de faisabilité de la transplantation utérine chez la femme à partir de donneuses en état de mort encéphalique, et surtout le prélèvement et le lieu de la transplantation n'a pas d'unité de lieu. Nous, à Limoges, il y a un PHRC national à l'allotransplantation utérine chez la femme à partir de donneuses en état de mort encéphalique, qui n'a toujours pas débuté, qui on espère qu'il va débuter en tout cas l'inclusion des premiers patients dans les prochains mois. Là, il y a une seule naissance après transplantation utérine avec une donneuse en état de mort encéphalique actuellement, qui a été rapportée au Brésil, en tout cas communiquée, mais pas publiée scientifiquement. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jérémy. Donc c'est quelque chose d'assez innovant et on a quelques minutes pour discuter de cette présentation. Je voudrais d'abord vous féliciter pour la méthodologie que vous avez employée. La question est suivante: est-ce que vous allez prolonger vos expérimentations en essayant d'obtenir des grossesses chez les brebis? Merci beaucoup pour cette question. Moi personnellement non, mais en effet c'est la prochaine étape sur un travail de Master 2. Je me suis absenté une année de Limoges, mais c'est le futur travail de
d'obtenir par un protocole similaire, d'obtenir des naissances, tout à fait. Jacques Mouillet. Oui, je suis très admiratif de votre travail, bravo, je vous félicite. Ma question, c'est en dehors de la grossesse du Brésil, est-ce qu'on a des nouvelles de l'état des transplantations utérines dans le monde, et en particulier de l'équipe de Brainstorm? Comment sont-ils? Parce qu'on n'a pas non plus beaucoup d'informations là-dessus. Merci pour cette question. C'est vrai que les dernières publications, c'était 6 sur 9 qui avaient réussi. À ma connaissance, j'ai pas de nouvelles récentes, en effet, chez ces femmes-là, moi non plus. Je suis bien sûr toujours ça, même si mon activité est principalement en chirurgie thoracique actuellement, un peu plus éloignée de la gynécologie, mais suivant le sujet également, je n'ai pas d'informations sur ces femmes. Oui. D'abord, très vraiment, je vous félicite pour cette remarquable présentation, parce que l'expérimentation est indispensable pour mieux aborder le problème des transplantations chez la femme. Bon. Est-ce que vous avez dans votre protocole déjà fait, ou plus tard, envisagé l'évolution hormonale de l'endomètre? Parce que quand on a fait une transplantation, il faut faire une transplantation d'embryon sur un endomètre qui a été préparé. Alors, est-ce que vous avez déjà, sur ces outils russes transplantés, obtenu des modifications significatives de l'endomètre sous l'influence des hormones strombolastiques? Merci beaucoup pour cette question. Non. Actuellement, non, on n'a pas eu ce type d'expérimentation, en tout cas pas à ma connaissance. Encore une fois, je suis peut-être pas le mieux placé pour répondre à cette question en tant que chirurgien vasculaire. J'étais essentiellement là pour la partie technique. On s'est également sollicité pour la confection des anastomoses, mais sur les éléments concernant vraiment l'utérus, je suis peut-être malheureusement mal placé pour répondre. Je suis désolé. Merci. On a éventuellement le temps pour une dernière petite question. Sinon, merci beaucoup. J'ai bien pour ce travail. Merci beaucoup.